Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. On le sait, depuis hier soir, l'état d'urgence a été étendu à une partie des départements d'outre-mer. La Guadeloupe est concernée. Alors concrètement, cet état d'urgence accorde des pouvoirs élargis aux autorités civiles, préfets et ministres de l'Intérieur afin de garantir la sécurité publique. Il permet notamment d'interdire la circulation des personnes et d'instituer des zones de protection et de sécurité. Également de procéder à des réquisitions de personnes ou de biens, d'interdire des réunions ou manifestations, d'assigner à résidence toute personne dont l'activité se révèle dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. Également ordonner la remise d'armes et de munitions. Par ailleurs, le renforcement des moyens destinés aux forces de police, de gendarmerie, des douanes et de la justice s'applique également dans les départements d'outre-mer. Je vous propose justement d'écouter la réaction du secrétaire départemental UNSA Police Guadeloupe, Christian Cloc. Il est interrogé par Patrick Curie. Ce que nous espérons en fait, c'est que, à l'instar de l'Hexagone, c'est qu'il y ait une égalité républicaine. C'est que la police de Guadeloupe, le citoyen qui habite en Guadeloupe, soit considéré à sa juste mesure. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un apport d'effectifs. Je vais vous dire, en fait, nous avons écouté avec attention le discours de Monsieur le Président de la République devant les maires de France. Et ce que nous avons retenu, c'est qu'il a surtout déclaré qu'il y aura plus de policiers, plus de moyens dans toutes les communes de France. Donc nous faisons partie des communes de France, donc nous espérons qu'il y aura un apport conséquent de fonctionnaires de police, mais aussi un apport de moyens. Ce que nous demandons, c'est au moins qu'on revienne à l'équilibre de 2011. En 2015, comme je vous ai déclaré, on a perdu une centaine de fonctionnaires. Que ce soit en sécurité publique, en police judiciaire ou en police aux frontières. Il faut savoir qu'actuellement là, à l'heure où nous parlons également, il y a des enquêtes qui sont en suspens, faute d'enquêteurs. Donc il faut que la population le sache et il faut qu'on sorte des postures et qu'on passe vraiment à l'action efficace concernant la Guadeloupe. Et je vous rappelle qu'à l'appel du président de région, Victorin Lurel, une marche silencieuse en mémoire aux victimes des attentats a lieu cet après-midi. C'est à 16h dans les rues de Pointe-à-Pitre. Une marche pour la paix où il est demandé aux Guadeloupéens de venir habillés en blanc. Le cortège partira de l'hôtel de ville, passera par la rue Frébeau, la Darse, rue Raspail, pour arriver devant le Memorial Act. 129 secondes de silence seront respectées pour les 129 victimes de ces attentats. La Marseillaise et un dépôt de fleurs par la population clôtureront la manifestation. Et hier, un recueillement œcuménique avait lieu à Petit-Bourg, plus précisément sur le parvis du lycée des droits de l'homme. Hommes politiques, personnalités guadeloupéennes et guadeloupéens avaient répondu présents. Le reportage de Richard Scott-Tamar. Ils étaient nombreux, plus d'une centaine, à participer au recueillement œcuménique sur le parvis du lycée des droits de l'homme, organisé avec l'aide d'Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme. Nous sommes ici présents pour manifester notre solidarité avec les victimes et notre détermination à éradiquer par tous les moyens, dans nos esprits comme dans nos actes, le fléau du terrorisme qui tente de détruire les valeurs universelles que nous partageons. La Ligue entend éviter toute instrumentalisation et toute récupération politique et je me réjouis de voir ici que la Guadeloupe est réunie dans sa diversité. Cela fait chaud au cœur. Nous pouvons, évidemment, dans des circonstances particulières, transcender les divisions, transcender les différences. Les politiques, bien que présents, ne se sont pas exprimés, laissant la parole aux artistes, sportifs et anonymes. C'est une foule compacte, composée de Harry Chalus, Victorin Lurel, Josette Borel-Lincertain, Marie-Luce Panchard et Guy Losbar, que l'on pouvait apercevoir se recueillir. La campagne régionale avait débuté sur les chapeaux de roue jusqu'à l'arrivée de ces attentats tragiques. Le temps du deuil, le temps de la réflexion et du recueillement ensemble semble primordial cette semaine. Quand tu me prends en serrant une guitare, le tout bas, je vois la vie en rose.
Voilà, la campagne des régionales 2015 qui a donc été mise pour l'instant entre parenthèses. Ce matin, pourtant, les enjeux de ces élections étaient expliqués à la jeunesse guadeloupéenne. Un débat était notamment organisé sur le campus de Fouillol sur cette question. Qu'est-ce qu'un citoyen ? Un débat participatif non partisan auquel a assisté Anne-Elisabeth Artsen. Rendre accessible la politique au plus grand nombre, et particulièrement à la jeunesse, c'est l'objectif de l'Instant Jeunesse. Une parole libre pour donner son avis, poser des questions et échanger sur la politique actuelle, notamment concernant les futures élections régionales. Nicolas, jeune, citoyen et organisateur se sent concerné par cette élection pour laquelle il se rendra aux urnes. C'est des élections que personnellement je vis d'une façon toute particulière parce que je fais de la science politique depuis 3 ans et j'ai appris, on va dire, à pas aimer mais à connaître un petit peu l'environnement et on va dire que ce sont les premières élections auxquelles je m'intéresse véritablement. Et ça a une saveur toute particulière. Et je crois en l'avenir de la Guadeloupe, tout simplement, en passant par la politique. À 20 ans, Florence n'a rien à envier au cadre de la politique. Pour elle, la jeunesse doit échanger, donner son avis, mais surtout voter. Moi, je pense qu'en tant que jeune, on devrait se mobiliser et voter, puisqu'il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas assez de jeunes qui votent. Et pour moi, c'est important, puisque c'est notre avenir qui est en jeu. Le fait que nous, on fasse l'action de voter, c'est un geste citoyen, et notre vote va vraiment permettre aux jeunes et aux candidats de prendre en compte ce que nous, on fait. Parce que j'entends souvent dire que les candidats ne prennent pas assez en compte la parole des jeunes parce que les jeunes ne votent pas. Et plus on sera nombreux à voter, plus on sera nombreux à donner des idées, plus on va nous écouter, on fera en sorte que ce que les jeunes veulent, ça sera ici. Certains de ces jeunes voteront, c'est sûr, mais pas sans analyser préalablement les propositions des candidats. Comme j'ai pu le constater, effectivement, il y aura des élections régionales, mais c'est que je suis néophyte dans ce domaine, donc je ne m'y connais pas trop. Ça sera la première fois que je vais voter, donc je vais analyser les choses d'abord, d'écouter certaines personnes, et puis après, je vais donner mon avis. Je préfère voter, comme ça j'aurai un avis concret et on verra bien par la suite. Donc je pense que c'est important de voter. J'irai voter, mais avant de voter, je vais vraiment bien regarder les propositions de chaque candidat dans le moindre détail. Toutes les propositions faites au cours de ce débat participatif seront soumises début décembre aux 10 candidats de ces élections régionales. Après la politique, l'économie, on va plus particulièrement s'intéresser à l'économie sociale et solidaire. Un village sur ce thème se tient jusqu'en début d'après-midi à Pointe-à-Pitre. Alors, en quoi cela consiste-t-il réellement ? Le reportage de Karine Gielman. Remettre l'homme au cœur de l'action, c'est en quelque sorte le credo de Saint-Martin-de-Porres. Cette association s'occupe de l'insertion de prisonniers par l'agriculture. Ces personnes placées sous main de justice produisent des produits maraîchers. Et ces produits-là sont amenés au secours catholique qui revendent à des prix intéressants pour les personnes les plus nécessiteuses. Les entreprises sociales et solidaires sont empreintes des principes d'humanité des associations d'insertion. L'économie sociale et solidaire est un côté harmonieux pour nous. Cette harmonie est liée effectivement à l'aspect de solidarité, à tout aspect de démocratie au sein des entreprises. De l'économie sociale et solidaire, puisque effectivement, quand on est en économie sociale et solidaire, c'est un homme, une voix, si vous voulez. Tout le monde participe effectivement au développement de l'entreprise. L'économie sociale et solidaire, son âme même est de ne pas reverser de dividendes à des actionnaires, par exemple. Tout ce qui est profit revient aux adhérents de la structure. Avec 220 000 entreprises sur le territoire français, une progression de 24% de nouveaux emplois depuis 2000 contre 4,5% dans le secteur privé classique et près de 11 078 structures en Guadeloupe, ce modèle semble y avoir toute sa place. Depuis des années, depuis des dizaines d'années, les associations font sur le terrain le travail qui correspond à l'économie sociale et solidaire. Les mutuelles également sont complètement ancrées dans ces valeurs de l'économie sociale et solidaire. Les voyants économiques de l'économie sociale et solidaire sont au beau fixe, un autre modèle économique qui s'oppose progressivement au modèle d'économie de marché. Yvelle Lubin-Mélange, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la MGEN Guadeloupe. C'est vous qui avez organisé ce village aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Alors, pourquoi la MGEN a organisé justement ce village d'économie sociale et solidaire ? Alors, je vais tout d'abord vous remercier de m'accueillir et rectifier immédiatement. Je n'ai pas été seule à organiser ce village.
Nous sommes MGEN partenaire de la CRES des îles de Guadeloupe, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des îles de Guadeloupe. Et la CRES ne parle peut-être pas au grand public, mais c'est la redéfinition, si l'on veut, de la loi Hamon qui a été votée en juillet 2014. Que prévoit cette loi? Elle permet une reconnaissance inclusive d'un mode d'entreprendre autrement, d'un mode de développement, si l'on veut, économique, qui soit différent de ce qu'on a connu. Elle montre aussi, elle a la volonté de montrer, de structurer, à l'échelon national tout d'abord, ensuite régional et décliné à notre niveau, restructurer l'économie sociale et solidaire. Alors, le village d'aujourd'hui, c'est un petit peu une vitrine pour faire connaître l'économie sociale et solidaire. Alors, en quoi, justement, l'AMGEN fait vraiment partie de cet univers de l'économie sociale et solidaire? Alors, il faut savoir que l'AMGEN est un acteur de l'ESS fondamentalement convaincu de son utilité sociale et des valeurs qui la fondent. Le groupe MGEN a décidé depuis 2015 de s'associer au Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, les CNCRES, en tant que partenaire national du mois de l'ESS. Donc, tous les militants de la MGEN, tant au niveau national qu'au niveau régional ou départemental, se sont engagés sur une action. Et donc, nous, en Guadeloupe, nous avons décidé d'organiser, entre autres actions, ce village de l'ESS. Justement, vous parlez d'autres actions. Quelles sont les autres actions que la MGEN organise justement dans ce cadre-là, dans ce cadre de l'économie sociale et solidaire? Dans le cadre du mois de novembre, qui est la 8e édition de cette manifestation, la MGEN Guadeloupe organise, en dehors de ce village, 2 conférences qui auront pour thème alcoolisation et travail. Pourquoi? Parce que nous avons signé un accord cadre avec le ministère de l'Éducation nationale que nous avons donc repris dans les départements, et avec l'académie, nous avons mis en place un réseau PASS, c'est-à-dire un réseau qui permet de faire, entre autres choses, de l'accompagnement auprès des personnes fragilisées. Ce sera quand cette Alors, la première a lieu vendredi 20 à 17h30 au sein même de la MGEN. Et le 27, vendredi prochain, à Gourbert, à la mairie de Gourbert, à 17h30 aussi. Une dernière question, je profite de vous avoir sur notre plateau pour vous parler de cette réforme de la complémentaire santé, puisque au 1er janvier 2016, ce sera obligatoire pour tous les salariés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi, justement, cette mesure est rendue obligatoire? Vous souhaitez faire d'une pierre deux coups, je me rends compte. Il ne s'agissait pas tellement pour moi d'intervenir sur cette loi qui s'impose à partir de janvier 2016. Effectivement, la complémentaire santé devient obligatoire, mais il serait intéressant que les médias nous reçoivent pour qu'on aille plus en avant dans ce sujet. On vous recevra sur notre plateau pour aborder ce thème, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas, Yvelle Lubin-Mélange. Je rappelle que vous êtes la directrice de la MGEN Guadeloupe et que vous avez donc co-organisé aujourd'hui ce village de l'économie sociale et solidaire. Merci. On va parler maintenant d'un tout autre sujet, puisque dans tout juste une semaine aura lieu la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Hier, un colloque avait lieu sur ce thème au Gosier. Le but, coordonner les actions pour une meilleure prise en charge en Guadeloupe. Le reportage de Muriel Barlagne. En 2014, 2300 plaintes de femmes victimes de violences ont été enregistrées en Guadeloupe. C'est 365 de plus qu'en 2013. Des chiffres qui inquiètent, mais qui montrent aussi que les victimes sont de plus en plus nombreuses à briser le silence. Elles osent sortir de la solitude en faisant appel à des professionnels soucieux d'améliorer leurs pratiques. D'où le colloque qui se tenait aujourd'hui dans un hôtel du Gosier. Une journée pour apprendre à mieux identifier les dispositifs en place et pour être plus efficace. Les acteurs impliqués dans le suivi de ces femmes sont nombreux. On a des assistantes sociales, des centres d'accueil, d'écoute et d'hébergement qui sont portés par des associations. Les femmes doivent porter plainte, elles doivent avoir recours donc, aux dispositifs mis en place. Alors il y a un numéro vert qui est le 3919 au niveau national, et au niveau local, c'est le 0800 39 19 19. Donc, signaler, se faire entendre et ne pas rester seul.
dans ce processus et ce cadre donc, de violence et qui touche souvent le cadre interfamilial. Pour la prise en charge des femmes victimes de violences, l'unité de médecine légale du CHU de Pointe-à-Pitre fait partie des partenaires clés. Elles y sont dirigées après avoir déposé une plainte et par le biais d'une réquisition. C'est une étape importante avant d'éventuelles procédures judiciaires. 1500 à 2000 personnes y sont reçues chaque année, dont 22% pour violences conjugales. Alors, on va faire une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elles vont bénéficier d'une prise en charge par un médecin, une infirmière, une psychologue, une assistante sociale. Au terme de cette prise en charge sera rédigé un certificat médical avec une ITT au sens pénal du terme, c'est-à-dire l'incapacité totale de travail. C'est la période pendant laquelle on ne peut pas exercer les gestes de la vie courante, ce qui est totalement différent de l'arrêt de travail, et plus ou moins un signalement en fonction en fait de notre procédure d'évaluation si on pense que la femme est en grand danger. Bien que certains facteurs favorisent les violences, toutes sortes de femmes se retrouvent victimes, quel que soit leur âge ou leur situation sociale. Le plus souvent, elles signalent des coups et blessures. Leur prise en charge et leur protection font partie des priorités du gouvernement. Et je vous rappelle ce numéro vert pour la Guadeloupe, le 0800 39 19 19. Info pratique à présent avec vos coupures d'eau du jour. Plusieurs communes sont concernées. Depuis 7h ce matin, les habitants de Goyave sont privés d'eau potable en raison du lavage de réservoirs de Bel-Ocado. Retour à la normale en fin de soirée. Lavage de réservoir aussi au Gosier, conséquence des coupures d'eau depuis 7h ce matin pour l'ensemble de la commune. Retour à la normale également en fin de soirée. Et puis à Saint-François, les secteurs du Haut-du-Bourg, Le Bourg, Pradel, Quartier Cayenne, Salines Est et Ouest sont privés d'eau depuis 7h ce matin. Tout devrait rentrer dans l'ordre en fin de soirée. On en arrive à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Les entreprises barbadiennes vont bénéficier d'une nouvelle aide financière. Il est également question de biodiesel en Jamaïque et du plateau Jeunes Talents en Haïti. La Minute Caraïbe par Muriel Barlagne. Les petites et moyennes entreprises de la Barbade disposent désormais d'une autre source de financement pour élargir et consolider leurs affaires à travers l'octroi de garanties de crédit fournies par des banques commerciales et d'autres sociétés de financement. Un fonds de garantie de crédit a été signé mercredi dernier par le ministre des Finances, Christopher Sinclair, au nom du gouvernement de la Barbade et le gouverneur de la Banque centrale de l'Aïrourel. La Banque centrale sera amenée à gérer le fonds qui a été financé par un capital de 70 millions de dollars barbadiens, c'est-à-dire 35 millions de dollars US, par la Banque interaméricaine de développement et le Fonds Chine cofinancement pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Des garanties seraient prévues pour les prêts allant jusqu'à 2 millions de dollars barbadiens par projet. Toutefois, une entreprise pourrait avoir un total de prêts allant jusqu'à 6 millions de dollars barbadiens garantis en vertu du programme. Un des plus grands producteurs de biodiesel aux États-Unis, HeroBX, étudie actuellement la possibilité de développer à la Jamaïque la première usine de biodiesel de la Caraïbe. Les représentants de l'entreprise ont visité l'île à l'occasion de la Jamaica Promotions Corporation, JAMPRO, forum sur l'investissement en Jamaïque, plus tôt cette année. Ces dirigeants se sont réunis par la suite avec le gouvernement et le secteur privé ayant un intérêt sérieux pour le projet pour définir les conditions de sa mise en œuvre. L'usine serait un formidable coup de pouce en faveur du programme d'énergie renouvelable de la Jamaïque. Elle aurait par ailleurs un impact multi-industrie dans la mesure où le biodiesel utilise des huiles usées provenant du secteur de l'industrie et des matières premières végétales issues de l'industrie agricole. L'investissement serait également une source importante d'emplois et pourrait permettre au gouvernement de tirer profit de la vente à l'échelle de la Caraïbe du biodiesel produit sur l'île. La Jamaïque fonctionnerait alors comme la plaque tournante des opérations des Caraïbes de HeroBX. L'Association haïtienne des professionnels de la musique et l'association belge Thalia ASBL ont lancé le projet Plateau Jeunes Talents 2015. Soutenu financièrement par Wallonie-Bruxelles International dans le cadre de la coopération Haïti-Wallonie, le projet débutera par une série d'ateliers qui se dérouleront du 17 au 21 novembre 2015 au Centre de ressources pour la musique, Kai Mizikla.
Situé dans la ligne du spectacle Haïti, un autre regard, ce projet a pour objectif de contribuer à un échange de compétences en matière de professionnalisation, de formation et de création afin d'encourager l'émergence d'une nouvelle scène musicale haïtienne. Durant 5 jours, les artistes sélectionnés bénéficieront d'ateliers en écriture, de coaching vocal, coaching musical, coaching scénique. À l'issue de cette formation, certains pourront approfondir leur formation à Bruxelles pour une durée d'1 mois. Retour en Guadeloupe et on va parler de sport puisque vous le savez, la Mini Transat Île de Guadeloupe n'est pas encore terminée. Il reste encore une quinzaine de concurrents sur l'Atlantique. Hier, c'est l'enfant du pays Carl Chipotel qui a franchi la ligne d'arrivée après avoir passé plus de 16 jours en mer. Carl Chipotel qui avait d'ailleurs son fan club hier matin, comme l'a constaté Eric Pommier. Moi, je suis hyper content parce que c'est un ami d'enfance et en sachant que c'est un garçon qui est passionné. C'est un garçon qui sait ce qu'il fait et c'est pas évident. Je pense que toute la famille lui faisait confiance. On craignait plutôt peut-être une avarie du bateau, une casse, quelque chose du genre. Mais sur l'homme, sur le champion qu'il est, non, aucune crainte. Bon, on a toujours un peu d'appréhension parce que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment tourné vers le monde de la mer. Et quand on sait que tous les grands marins ont fait cette mini transat, ça montre surtout la performance. C'est une notion de courage. Je pense que ça peut aussi nous emmener pas mal de choses, surtout au niveau des jeunes, au niveau de la mer, parce que il faut vous mettre en tête bien que nous sommes à Sainte-Anne et Sainte-Anne c'est une ville tournée vers la mer. Donc je pense que ça peut quand même ouvrir des débouchés pour les jeunes qui veulent vraiment s'initier au métier de la mer. Un mot de football à présent avec le tirage au sort pour le 8e tour de la Coupe de France a eu lieu aujourd'hui. Alors aucun club guadeloupéen, vous le savez, ne s'est qualifié, mais les Antilles seront tout de même représentés avec les Golden Lions martiniquais. Ils devront se déplacer en métropole et plus précisément du côté de Besançon pour affronter le club de CFA2 de Besançon Racing, un match qui aura lieu le week-end du 5 décembre. On va parler culture maintenant puisque Muriel Barline nous fait découvrir ce midi l'exposition de l'artiste guadeloupéen Georges Ricard. Intitulée Regard, elle se tient jusqu'à la fin du mois à la médiathèque du Lamentin. Suivez le guide. Après 30 ans d'interruption, Georges Ricard s'est remis à peindre et à créer des objets décoratifs. Il lui a fallu 2 ans de travail pour préparer l'exposition Regard, actuellement installée à la médiathèque du Lamentin. Un ensemble hétéroclite fait de lampes et de réveils où les matières se mélangent, bois, toile de jute, calebasse. Ces tableaux, il les réalise avec de la peinture à l'huile, au couteau. Ses thèmes de prédilection, la Caraïbe et son histoire. Il y a de l'Afrique, des Antilles, il y a de l'Amérindien, il y a tout ce qui s'ensuit autour de la Caraïbe. Puisque tout ce que je fais répond à la Caraïbe. Je veux plutôt décrire une peinture caribéenne. L'artiste autodidacte puise aussi dans ses lectures. Elles alimentent ses réflexions et ses créations. Son tableau Masque blanc, inspiré par Frantz Fanon, en est un exemple. On avait vraiment le masque sous le visage, mais à partir du LKP, on a retiré le masque. Mais on ne l'a pas retiré jusqu'à complètement. Il en reste encore. Il en reste, et c'est pourquoi nous avons pas mal de séquelles, des séquelles métropolitain, bien entendu, puisqu'on se croyait blanc, on se croyait blanc, mais alors qu'on était... Il faut qu'on soit caribéen, nègre, oui. L'exposition Regard est visible jusqu'au 28 novembre prochain à la médiathèque du Lamentin. Avant de vous quitter, on va faire rapidement le point sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Le ciel sera voilé, mais quand même laissera largement la place aux éclaircies. Les températures cet après-midi en Guadeloupe, elles seront comprises entre 27 et 30 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. Bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.